Donc présentons un peu les calques. Avant de rentrer en détail dans tous les types de calques que l'on a ici, donc tag, solide, caméra, objet nul, tout ça, on va d'abord voir comment un calque s'utilise. Comme on peut le remarquer ici, j'ai placé une image, et sur ce type de calque, on va toujours retrouver les mêmes options. Donc vous pouvez voir un ensemble d'options ici, de transformations ici, et d'icônes qui viennent se suivre. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont revenir à chaque fois qu'on place des calques, que ce soit des images, du son. Il va y avoir des petites variations, mais c'est toujours des choses qui reviennent. Donc, dans ce chapitre, on va voir un peu toutes ces choses de base d'un calque. Puis on rentrera un peu en profondeur. Donc maintenant, comment déjà s'utilise un peu le calque? On a en haut des outils, donc déjà des outils de déplacement dans l'espace, donc l'outil main qu'on peut accéder avec l'espace, tout ça on avait vu, et des petits outils comme là, la rotation, et l'outil de sélection. Donc, par exemple, si j'appuie sur R, W du coup dans mon cas, je vais pouvoir faire des rotations comme ça, de base, donc automatiquement ça va me déplacer la rotation, donc quand j'appuie sur R ici ça va m'afficher la rotation, ce sont des raccourcis, et si j'appuie du coup sur W, vous voyez qu'en cliquant directement sur mon image, je vais pouvoir faire des rotations. D'accord avec ça, j'espère. En appuyant sur V, hop, je vais reprendre mon outil de sélection, et je vais pouvoir déplacer mon image dans l'espace. Donc là, quand je déplace mon image, je déplace sa position, donc si j'affiche les positions en appuyant sur P, on voit les positions qui arrivent, et que je déplace mon image, vous pouvez remarquer ici des valeurs qui vont changer, évidemment. Donc tout ça sont des choses logiques. Donc je reviens, hop, j'annule, je reviens à 0. Donc ok, on a des petits outils en haut, donc que ce soit de la rotation ou de l'outil de sélection. Mais maintenant, ce qu'on va retrouver constamment chez tous les calques dans After Effects, ce sont les valeurs de transformation. Donc ici, lorsqu'on développe le calque, on va toujours retrouver ici une ligne transformée, et dans transformer, on va retrouver tout le temps les mêmes choses. Donc d'abord, le point d'ancrage. On va pas faire long avec ça. Le point d'ancrage, c'est tout simplement ce petit point que l'on a, qui est en général tout le temps centré au milieu du calque. En général. Donc, ce point d'ancrage me permet, si je fais une rotation, de placer l'axe. Vous voyez que là, lorsque je fais ma rotation, l'axe est au centre. Pour déplacer ce point d'ancrage, soit je le déplace de cette façon, donc vous voyez que le point d'ancrage, c'est ce petit curseur ici, mais lorsque je le déplace de cette façon, ça déplace mon image, mais pas mon point d'ancrage, donc c'est pas spécialement ce que je veux. Si je veux déplacer mon point d'ancrage, je peux utiliser cet outil, donc ici, en haut, outil déplacement arrière, entre parenthèses point d'ancrage, je peux tout simplement utiliser le raccourci Y. Donc en cliquant sur cet outil, je peux maintenant me pointer sur le point d'ancrage et le déplacer. Donc si je le déplace à peu près vers là, vous voyez que lorsque je vais faire une rotation, la rotation va se placer donc sur cet axe du point d'ancrage. Donc maintenant, vous ne pourrez pas dire, je ne sais pas ce qu'est le point d'ancrage. La position, on l'a vu, c'est des choses très, très logiques. Ça, c'est de la position. L'échelle, donc en pourcentage, on l'avait vu dans le chapitre précédent. La rotation, on vient de le voir. Et l'opacité, ça se passe de commentaires. Donc tout ça, ce sont des valeurs qui reviennent à chaque fois qu'on place un calque de ce type. Donc un calque, ça va avoir toujours sa propre ligne et ses options. Il va y avoir les 4 options de base. D'abord l'option de visibilité. Donc ici on a l'œil. Si je décoche l'œil, le calque n'est plus visible. Mais il est toujours visible ici. Si je le réactive, le calque est visible. On a le son. Donc là c'est une image, ce n'est pas du son. On l'avait vu dans le chapitre du son, d'audio. Lorsqu'on décoche ici le son s'activera plus de la même manière que l'œil. Ici, le rond, c'est le solo. Admettons, donc là je duplique très rapidement pour l'exemple. Là j'ai plusieurs images. Je veux mettre en solo l'image du centre. Donc ne voir que cette image et pas les autres, je vais appuyer ici. Et là on peut voir que j'ai mis en solo l'image, et si je désélectionne, les autres images reviennent. Voilà pour ce qui était du solo. Et on a le cadenas, le fameux cadenas. Si je le clique, donc là rien ne se passe, mais ici par exemple dans la vue je ne peux plus venir dessus, et si je clique sur le nom, il va y avoir un clignotement m'indiquant que non, je ne peux pas toucher ces valeurs, et pour ça il va falloir désélectionner avec le cadenas. Donc voilà pour les 4 premières infos, évidemment, c'est très logique et toujours très utile. Donc voilà, je viens d'ouvrir un atelier, donc ici sur les créations de galaxies, donc un atelier disponible sur tuto.com. Je prends cet atelier volontairement pour pouvoir rentrer dans un contexte un petit peu plus crédible. Disons qu'ici maintenant il y a un peu plus d'images clés,
de calque. Et on peut remarquer maintenant une seconde ligne qui va commencer à être utile, c'est les libellés de couleurs. Donc les libellés de couleurs, vous pouvez remarquer que ça va nous aider en fait à un peu sectionner les types de calque, et ça c'est vous-même qui allez pouvoir choisir quel type de couleur cela peut se prendre. Par exemple ici mes caméras, je peux changer leur libellé, donc déjà en la sélectionnant, et si je clique sur le carré, je vais pouvoir avoir une petite liste de couleurs. Donc par exemple si je prends le fuchsia, je vais avoir cette couleur ici qui va changer, ainsi que mes carrés. Donc le libellé peut avoir un peu différents types de couleurs. Mais ça, ce sont des couleurs de base proposées dans After Effects. Évidemment, vous pouvez vous-même définir vos couleurs en passant par les préférences d'After Effects. Et vous remarquerez ici un onglet libellé. Donc dans cet onglet libellé, vous allez pouvoir vous-même rentrer le nom et des couleurs complètement personnalisables. Donc voilà, vous pouvez même définir quel type d'élément, lorsqu'il est importé, quel type de couleur va-t-il prendre. Donc tout ça, c'est vraiment assez intéressant, à vous de vous faire plaisir, évidemment. Dans mon cas, j'ai les couleurs par défaut d'After Effects. Et en général, je ne les touche pas d'ailleurs. Donc voilà pour les libellés. Ici, on va commencer un peu à rentrer dans différents icônes. Donc là, on a une seconde liste avec des options un peu plus personnalisables. Ici, on va d'abord trouver le mode discret. Donc discret, c'est ce petit bonhomme là en avant. Donc en fait, si vous regardez bien, attention, c'est un bonhomme, j'ai l'impression qu'il a un long nez, quoi. Et lorsqu'on clique dessus, il cache sa tête. Donc voilà. Bon. Le principe, c'est qu'on va pouvoir définir plusieurs calques. Le mode discret, c'est-à-dire ici, je baisse la tête à ces différents calques. Donc là, vous allez me dire, mais ça sert à rien. Sauf que, par exemple, ces différents calques de particules, je ne veux plus les voir. Car j'ai attribué le mode discret, c'est-à-dire je veux qu'il soit caché. Donc là, ça se voit via cette icône. Et je vais appliquer à la composition ce que je viens de demander, c'est-à-dire je vais cliquer sur le bonhomme qu'on retrouvera là-haut. Donc, ces deux icônes ont un lien. Ici, je l'applique à la composition générale. Donc, lorsque j'appuie, je vais retrouver seulement les calques où la tête est levée, et non pas cachée. Et donc, voilà, on va pouvoir ici permettre d'enlever des calques inutiles sans les supprimer de la composition, bien entendu. C'est la méthode qu'After Effects propose pour épurer un petit peu sa composition sur l'instant. Présentons maintenant comment vectoriser des éléments. J'ai créé une composition dans laquelle j'ai placé du texte. Donc vous voyez ici une composition de texte, quand je l'ouvre, j'ai un texte, donc en natif. Ce qui se passe lorsque je place un élément de ce type d'After Effects, donc du texte ou des calques de forme, dans une composition, si j'agrandis ici, je vais sortir l'échelle et je vais agrandir considérablement, on va avoir un gros problème. On va avoir cet effet de pixelisation. Pour désactiver ça et rendre l'élément vectorisé, on va ici appuyer sur la roue. Donc lorsque je clique sur la roue, il va redonner les informations en intégrale. Donc c'est intéressant. Si je reviens à 100%, on voit ici que j'ai importé un fichier AI, donc un fichier vectoriel. Ici, c'est un fichier provenant d'Illustrator. Lorsque je fais un peu la même chose, un fichier Illustrator qui est importé dans After Effects n'est pas automatiquement en vectoriel. Mais il comporte les informations vectorielles à l'intérieur de son calque. Évidemment, vous allez comprendre que pour activer ces informations de vecteur, il faut cliquer sur la roue crantée. Et là, vous pouvez remarquer qu'on a le vectoriel qui vient s'ajuster, donc là, l'agrandissement est infini. Voilà un petit peu à quoi correspond cet agrandissement, du moins cette roue crantée. Présentons maintenant l'échantillonnage, qui est constamment placé en linéaire, comme vous pouvez remarquer en fonction de la barre. Donc l'échantillonnage va permettre en fait d'appréhender un petit peu la qualité des informations, des données. C'est-à-dire là, donc je vais placer mon point d'ancrage au niveau du visage du personnage, par exemple, et si je l'agrandis donc considérablement, là je vais agrandir 3000, voilà. J'ai agrandi à 3000, on voit mon personnage, évidemment il est extrêmement flou. Voilà, 4000, c'est même pas mal. L'échantillonnage, lorsqu'on va cliquer, donc là, je vais cliquer une fois, on va avoir une courbe. Donc là, il va courber un petit peu l'appréhension des données de l'image. Et si je clique à nouveau, on va avoir une troisième information qui là va dire, ok, j'envoie directement le pixel, je n'adoucis rien, c'est pixelisé. Donc très intéressant d'utiliser ce type d'échantillonnage quand on veut travailler avec des styles 8 bits, 16 bits. C'est souvent demandé, donc ça permet d'avoir vraiment les données en pixels bruts. Et lorsque je reclique, je vais avoir le linéaire, que vous allez pouvoir comparer directement avec la courbe. Donc très intéressant lorsqu'on veut récupérer nos données. Voyons maintenant l'interpolation d'images. Donc là, j'ai pris carrément un petit passage dans
la dernière vidéo promo d'Hero, de la Hero 4, donc GoPro, la GoPro Session, donc la version petite. Et j'ai pris un petit passage, donc un petit moment un peu sport, là, un super 360, backflip, tout ce que vous voulez. Et donc l'idée, c'est de voir un peu comment fonctionne ce petit outil-là, donc l'interpolation d'image. Vous voyez que lorsque je vais cliquer une première fois, on va avoir une icône, une seconde fois, une seconde icône, et lorsque je vais cliquer, il n'y aura plus rien. Lorsque je fais ça, il ne se passe rien. En fait, l'interpolation d'image, évidemment, ça va permettre d'interpréter des images entre elles. C'est-à-dire, si on n'en a pas assez, lui, il va les interpréter et donc faire ce qu'on appelle un fondu ou un morphing. Donc déjà, pour interpréter des images, il faut qu'il y en ait qui manquent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allonger cette séquence, donc ce qui va nous permettre de voir en même temps la durée qui est ici. Donc la durée, si vous ne le voyez pas, vous faites un clic droit au niveau des colonnes en haut, colonne, et vous allez pouvoir afficher les durées. Donc si je clique une fois, je vais avoir une fenêtre extension temporelle. Donc l'extension temporelle va nous permettre de définir une nouvelle durée. Donc la nouvelle durée, par exemple, si je mets que je veux que ça tienne sur 8 secondes, c'est le temps de ma composition, vous pouvez le remarquer en bas à droite. Donc si je dis tenir sur 8 secondes exactement, au moins ça va hop, s'allonger jusqu'à la dernière image de ma composition. Et automatiquement, il va me créer ici un facteur d'étirement. Donc le facteur d'étirement, si je valide, je peux l'afficher aussi dans mes colonnes. Ça va être l'extension. Donc l'extension ici à 394. Donc je peux même moi-même définir l'extension ou la durée de cette façon. Donc là, la durée, du coup, je vais le replacer proprement. Donc ça nous permet de voir en même temps ces petits paramètres. Donc je vais enlever l'extension. Et donc là, comme on peut le remarquer, je viens de créer donc un allongement, un étirement complet. Et lorsque je fais lecture, on voit que ça saccade énormément. Et c'est là où va pouvoir intervenir ici l'interpolation. Donc là, vous allez peut-être vous dire, mais comment ça se fait? On a cliqué, j'ai mis, mais je vois rien qui se passe. Il ne faut jamais oublier que sur ces outils ici, lorsqu'on les active, il faut toujours définir la composition aussi de s'activer. Donc là, ça va appliquer sur, s'il y avait évidemment plusieurs calques, donc ça va appliquer à la composition, de définir évidemment les calques sur lesquels il y a l'interpolation d'image. Donc s'il y en avait plusieurs, en cliquant ici, ça va valider. Et vous pouvez remarquer que lorsque je valide et que j'active la première phase, on va avoir un effet de fondu à 50%. Donc c'est le principe basique. Donc lorsque je regarde, on a le mouvement qui est fondu, mais évidemment, c'est pas non plus super esthétique. Si j'avance dans l'idée, donc ici le deuxième icône, donc on va avoir une version un peu plus morphing. Comme vous pouvez le remarquer, là c'est déjà beaucoup plus intéressant. Il y a des choses aussi qui vont varier en fonction de ça. On va pouvoir revenir maintenant avec l'échantillonnage. Et l'échantillonnage, lorsqu'on le touche, va aussi affecter. Là vous voyez que lorsque je suis en pixel, sans même toucher ici l'interpolation d'image, il faut que je me rappelle les noms, l'échantillonnage peut affecter les morphings ou les fondus qui peuvent être effectués. Donc si je reviens sur le linéaire, il va y avoir le morphing. Si je reviens sur le basique, il n'y a pas de morphing. Donc voilà, bien veiller à être en linéaire et sur la seconde option. Et ceci va vous permettre, sans plugin, de pouvoir avoir un effet un peu plus morphing. Évidemment, en fonction de l'étirement, plus l'étirement est conséquent, plus vous allez pouvoir percevoir des déformations, des glitches visuels. Voyons maintenant le flou de bouger. Donc l'icône qui suit juste ici, ce flou de mouvement lorsqu'il est appliqué à un calque. Donc je vais prendre le calque rond de gauche. Vous voyez que là, lorsque je regarde, donc j'ai un mouvement circulaire sur les deux ronds, donc les dupliquer pour pouvoir faire une différence avant-après en quelque sorte. Donc là sur mon rond de gauche, je vais d'ailleurs lui changer une petite couleur, voilà, histoire de le voir, le rond rose. J'ai appliqué le flou de mouvement, mais il ne se passe rien visuellement. Je vais évidemment, de la même manière qu'on a utilisé les outils précédents, appliquer l'effet à la composition, donc l'activer sur l'intégralité de ma composition, donc ici flou de mouvement. Et là on va pouvoir voir une différence nette, c'est qu'ici on va avoir un flou qui est vraiment basé sur le mouvement de l'élément ici. Donc lorsque je fais un petit pré-rendu, je vais pouvoir en effet bien voir qu'il y a une différence donc de lissage à droite et à gauche. C'est assez dur à percevoir comme ça, mais quand on a des éléments de plus en plus conséquents, du texte, des images, n'hésitez surtout pas à utiliser cet effet qui permet de lisser beaucoup les animations, en tout cas visuellement. Et donc on va voir maintenant l'icône qui suit, c'est le remue-ménage. Donc le remue-ménage, en fait, il va aller proposer des idées. Donc pour proposer des idées, il faut un support. Donc là j'ai un calque,
un solide blanc. Je vais attribuer à mon solide blanc un effet, donc ici je suis allé rechercher directement un effet sur lequel on va pouvoir vraiment comprendre l'utilité du remue-ménage, c'est le bruit fractal. Donc le bruit fractal, je vais le glisser déposer sur mon calque, et donc je vais retrouver ici les différentes options de mon bruit fractal, des options de contraste, de luminosité, plein de choses. Et donc le remue-ménage, lorsqu'on va le sélectionner, alors hop, je vais bien sélectionner mon effet et j'appuie sur remue-ménage. Et là, du coup, il va se dire, bon, bah, à partir de cet effet, je vais faire varier un petit peu les paramètres et les valeurs. Et du coup, visuellement, on va avoir un petit aperçu. Et le remue-ménage est là justement pour nous donner des idées. Donc là, on a une intensité de variation des paramètres. Donc ici, 25%. Si je mets 100%, ça va être de plus en plus loufoque, on va dire. Donc si, hop, je fais remue-ménage, tout simplement. À partir de mes paramètres, on va pouvoir voir de quelle manière il s'est débrouillé. Donc là, à 100%, ça fait beaucoup. Je vais revenir peut-être à 50, remue-ménage. Et c'est parti, ça continue. Remue-ménage, voilà. À chaque fois, il va proposer des choses aléatoires. Donc c'est intéressant. Honnêtement, je ne l'utilise pas vraiment. Ici, on a en lecture. Donc par moment, il peut y avoir des animations. Cet effet ne propose pas spécialement d'animation, car il faut mettre des images clés pour. Donc voilà un peu le principe du remue-ménage. On va voir maintenant un petit peu comment fonctionnent les parents, les parentés. Donc ici on a une sorte de ficelle escargot avec une liste, donc lorsqu'on la développe, les listes des calques présents dans le montage. Donc ici j'ai 3 calques, donc 3 carrés. Donc j'ai posé ça de manière aléatoire, on peut voir que le carré rouge tourne sur lui-même. Lorsqu'on va utiliser les parents, en gros il va dire je vais me référer à ces paramètres. Donc par exemple ici, je vais par exemple rester cliqué et on va voir qu'il va justement générer un lien par rapport à mon curseur, et lorsque je vais glisser ce lien sur le calque supérieur, donc ici je veux que mon carré 2 se réfère à mon carré rouge, donc je vais lâcher, et donc là on va voir ici qu'il est allé se référer au carré rouge. Donc j'aurais pu aller directement sélectionner dans la liste. C'est intéressant d'utiliser on va dire l'escargot lorsqu'on est avec un bon nombre de paramètres, c'est surtout très utile lorsqu'on veut aller beaucoup plus loin en précision. Là pour le moment j'ai juste fait une sélection sur le calque, c'est-à-dire que si je me déplace comme ça, j'ai mon carré qui va suivre l'axe et le déplacement du carré rouge. Donc voilà un petit peu ce qui vient de se passer. Je vais revenir un petit peu par là, voilà. Je vais enlever la sélection. Admettons, je vais me placer comme ça. Alors le carré, on va lui donner une nouvelle couleur pour s'y repérer, par exemple un carré bleu. Le carré bleu, je veux qu'il se réfère au carré rouge, donc il va tourner, on est d'accord avec ça. Je veux que mon carré bleu tourne, donc là je fais une petite expression très simple, ce n'est pas encore le moment d'apprendre un petit peu comment fonctionnent les expressions. Donc en gros j'ai mon carré bleu qui tourne sur lui-même, mais qui est parenté au carré rouge, qui tourne aussi, donc du coup le carré bleu tourne autour du carré rouge, donc là c'est visuel, hein. Et lorsque je vais dire à mon carré blanc de se référer au carré bleu, le carré blanc va tourner autour, donc je vais le déplacer un petit peu plus proche, voilà, il tourne autour du carré bleu, et le bleu tourne autour du carré rouge. Donc voilà un petit peu, hein, on est dans une impression de galaxie pixelisée, mais le principe des parentés fonctionne de cette façon. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin dans les parentés. Donc là, on a appris comment lier un calque à un autre. On peut remarquer ici que j'ai créé une petite composition très complexe, on pourra le remarquer. Là, on a un carré blanc qui tourne sur lui-même et un carré rouge qui va de gauche à droite. Donc, en quelque sorte, le carré rouge a une valeur de position et le carré blanc une autre valeur sur la rotation. Enfin, du moins, des valeurs. Donc, ce que j'aimerais, c'est lier la rotation du carré blanc à mon carré bleu et lier la position du carré rouge à mon carré bleu. Donc, déjà, dans un premier temps, ce que je peux faire, on l'a vu tout à l'heure, je vais lier mon carré bleu au carré rouge. On pourra remarquer du coup que le carré bleu va se déplacer comme le carré rouge. Mais comment je fais pour lier en plus une autre valeur? Car si je vais aller sur mon carré blanc, là il va tourner encore au milieu. Moi j'aimerais qu'il fasse les deux en même temps. Donc je vais revenir sur mon carré rouge par exemple, c'était très bien. Et je vais aller chercher les rotations. Donc si j'appuie sur R, je vais pouvoir afficher les rotations de mon calque. Et je vais faire une action, donc c'est la même manière, c'est la même action pour faire des expressions, et ça c'est un chapitre qui suivra par la suite. Donc je vais pointer mon curseur sur le chronomètre, de la même manière que si on allait créer une image clé. Lorsque je pointe mon curseur, je vais enfoncer à la fois la touche Alt
et je vais pouvoir cliquer. Ceci va m'ajouter de nouvelles informations, et entre autres la zone d'expression. La zone d'expression ne m'intéresse pas, je vais juste m'intéresser ici aux icônes qui sont arrivées, et on va reconnaître l'icône de lien de parenté. Et je vais utiliser un petit peu cet escargot là, vous voyez, quand je reste cliqué, je retrouve mon fil, et je vais aller donc de ma rotation à la rotation carré blanc. Donc en quelque sorte, lorsque je lâche, ici il m'a dit ok, je vais aller me référer à la rotation du carré blanc seulement. Et donc il y a seulement la valeur de rotation de mon carré bleu qui va changer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai à la fois mon calque carré bleu qui se réfère à mon carré rouge, et à la fois la rotation qui est basée sur le carré blanc. Voyons une dernière chose, c'est les options et modes. Ici, on a un bouton pour switcher donc des options au mode. Et donc là, on va tomber sur des modes. Donc on a deux types. On va avoir d'abord les modes en liste. Alors là, lorsque vous lancez le menu déroulant, vous allez avoir une palanquée de modes de fusion. Et à droite, vous allez avoir les caches. Et ça, c'est un chapitre qui suivra sur les masques et luminances. Voyons-nous les modes, à quoi ils correspondent. Donc j'ai deux calques, un calque de fond, qui est flouté, et un calque en avant, donc ce sont des images, donc là il y a différentes valeurs de couleur et de lumière pour pouvoir profiter un peu des modes, et vous allez voir que si je place différents modes, donc on a des modes très utilisés, les plus classiques sont les additions, éclaircir, écran, donc là ça va additionner les lumières fortes, donc lorsque je fais ça, tout ce qui est foncé va disparaître, et on va avoir les lumières fortes qui vont s'additionner entre elles, donc vous voyez par rapport aux couches inférieures, les calques qui jouent entre eux. Donc là, si vous avez déjà fait des montages photos, évidemment, ça va un petit peu vous parler. On a les incrustations, donc c'est un mélange des lumières fortes et des contrastes. On a aussi ce qui est connu du produit. Donc là, c'est l'inverse de l'addition, c'est tout ce qui est sombre. Alors on va s'arrêter là pour la présentation des paramètres d'un calque sur After Effects. On a vu vraiment du début à la fin les outils utilisés. Maintenant, vous savez comment un calque se présente dans After Effects. On ne va pas aller plus loin en profondeur là-dessus. Pour rester vraiment dans l'essentiel des informations, ça fait déjà un bon chapitre. Vous n'hésitez pas à relancer évidemment du replay.